Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour La Réunion. On va parler de La Réunion et de l'après-Garance avec Guy Roger, bonsoir. Bonsoir. Patrick Sagani, bonsoir. Bonsoir à vous deux. Il y a un constat que je voulais dire, il n'y a qu'une seule fois, j'ai entendu une journaliste dire le traumatisme du cyclone. Une seule fois. Et il l'a dit pour une seule raison. Parce que Manuel Valls vient à La Réunion dans quelques temps. Il attend que tout soit remblayé. Voilà. Ouais. Et j'ai dit, mais ce traumatisme-là, les gens l'ont vécu Oui. à partir du moment où il y a eu les premières rafales. Mm-hmm. Et pourquoi on n'est pas assez, pas intelligent, mais j'allais dire assez conscient de se dire qu'il y a une partie de la Réunion qui a vécu un vrai traumatisme. Oui, je ne sais pas si vous l'avez vécu, vous. Ah oui, moi j'étais à Saint-André, j'ai senti la maison vriller par le toit, la baie vitrée, et j'ai bien vu à quel point ça effrayait pas n'importe qui, les animaux qui étaient à l'intérieur, évidemment. Tous ceux qui étaient là, et effectivement, ça a été particulièrement éprouvant pour les nerfs, puisque Garance était un phénomène très compact, qui s'est constitué cyclone juste avant d'arriver chez nous, qui d'ailleurs s'est désagrégé juste après, donc c'était juste pour nous, mais c'était un élément très compact, très lent. Donc passer autant de temps sur ces zones ravagées, ça a été extrêmement éprouvant. De 10h à 15h, 16h à peu près. C'est ça, exactement. Un peu plus, hein, pour certains. Je viens de voir une dépêche, 45 toits arrachés à Saint-André, c'est énorme. Et pour suivre ce qu'a dit Patrick Sagani, le comble, c'est pas des petites maisons en bois sous tôle. Voilà. Ce sont des belles maisons en dur, à étage, avec piscine parfois. Tout à fait. Et on voit le toit qui est parti comme si c'était un petit peu un jeu de Lego. Tout à fait. C'est exactement ça. La vie fait bien les choses quand même. on va pas aller là-dessus. Je préfère qu'on reste sur la posture de Patrick Sagani. On peut peut-être rebondir sur ce que vient de dire Guy. Effectivement, il y a chez nous une espèce de croyance depuis que la réunionité existe, sur lequel... La maison en dur ? Non, que le cyclone nettoie. D'un point de vue évidemment physique, mais aussi spirituel. Il y a là-dedans, je crois, quelque chose de cet ordre-là. Nous sommes racontés pas mal d'histoires, notamment depuis le cyclone Génie en 62. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous sommes si résilients. Quand arrive ce genre de catastrophe, et là, ça a été plutôt un carnage, dans ces zones-là qu'on a indiquées, eh bien, les gens peuvent se souvenir, grâce aux anciens, qu'effectivement, on a toujours eu un après. Donc ça, c'est plutôt un bon ressort que de se dire, voilà, nous avons traversé déjà tout cela, alors de diverses façons, et ça nous permet finalement de penser à l'après. Mais là, actuellement, aujourd'hui même, alors nous parlons en fait de traumatisme. Et moi, je dirais plutôt parfois, chez certains, une sorte de stress post-traumatique. Voilà. On est d'accord sur la façon de voir les choses, parce que Guy Roger a eu l'occasion de vivre aussi ces éléments-là. Bien sûr. Mais en fait, je l'ai vécu. Personnellement, hein, tu sais, j'accepte. C'est ce qui se passe. C'est la vie. Je ne veux pas dire au cyclone, arrête-toi parce que j'aurais peur et tu vas casser mes meubles et tout ça. J'ai rien de toute façon. Mais le problème, c'est que la plupart d'entre nous, on est dans cet protectionnisme de tout ce qu'on a pu acquérir. Tu vois ? Et ça fait que moi, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, la vie, elle fait bien les choses. Parce qu'elle nous apprend à sortir de nos zones de confort et à nous enraciner dedans. Et quand tu t'enracines là-dedans, tu fais que ça, c'est ta propriété, c'est à moi, tu t'identifies à tout ça. Et tu deviens arrogant parce que si quelqu'un vient pour détruire ça, tu n'es pas d'accord. Mais la vie le fait pour toi. Parce que la vie, elle est quelque chose qui fait en sorte que l'être humain se remet en question. Oui, mais là, c'est pas vraiment une remise en question. Ce stress post-traumatique, on l'a vécu pendant l'enfermement, le confinement,
à l'intérieur de la maison. On l'a vécu lorsque le toit et la maison commençaient à danser le quadrille. On l'a vécu quand on a vu une partie de la maison partir. Et qu'est-ce que tu vis là, à ce moment-là? Il y a toutes les peurs de l'histoire, de tout ce que tu as construit qui s'éventre devant toi. Tu dis, putain, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire demain? Je serai complètement foutu, je suis plus rien, j'ai tout perdu. Oui, tu as tout perdu. Et ça, c'est une bonne chose. Parce que, non, excuse-moi, hein, mais je suis en train de dire quelque chose qui va à l'envers de ce que tout le monde pense aujourd'hui. Non, je ne dis pas que Guy Roger a tort. Oui. Je dis que la démarche est de savoir comment nous pouvons apporter quelque chose à ceux qui ont vécu cette épreuve et qu'est-ce qu'on peut dire entre tous les trois pour apaiser un peu les souffrances. Non. Alors, c'est ça la question. Pour apaiser les souffrances, ne critique pas, ne dis pas que c'est bien ou c'est pas bien, ne dis pas qu'il a tort ou ne dis pas qu'il a raison. Juste accepte de vivre avec la personne qui vient vers toi et qui pleure. Prends-le sur ton épaule et écoute-le. Tu vois? Mais le problème, c'est que nous ne savons même pas faire ça parce que nous sommes occupés avec nos problèmes qu'on ne peut pas le faire pour l'autre. Donc, on vit dans un monde individualisé. Alors, la vie, elle vient et nous apprend à le faire. Donc, il y a de la solidarité, parce que la vie a fait ça. La vie nous apprend à être solidaires. La vie, elle nous apprend à venir ensemble pour nous entraider. Je vais être direct. Les gens ne sont pas dans cette réflexion-là. Je sais. Les gens cherchent à savoir quelle doit être leur réaction après ce stress post-traumatique. Ils essaient de continuer comme d'habitude. C'est comme quand il y a eu le vaccin avec le chikungunya, le Covid-19. Tout le monde a changé quelque chose. Il y avait quelque chose qui s'est passé. Mais tout de suite après, ils ont voulu repartir dans la même habitude. Et c'est ce qui se passe tout le temps. Nous aimons les habitudes et les train-train. Et la vie te dit, écoute, arrête un coup, regarde qu'est-ce qui se passe. Oui, mais encore une fois, comme je dis, je le dis parce que j'ai vu un gamin, sa maison a été éventrée. Je l'ai vu me parler pendant de longues minutes. Et j'ai compris qu'il était en état de choc. C'est ça, exactement, en état de choc. Et là, on a affaire effectivement à ce stress post-traumatique qui perdure dans le temps ou qui se réactive aussi à la prochaine catastrophe. D'abord, remarquons une chose. Effectivement, les gens, de façon globale, ont réagi très vite. C'est-à-dire, ils se sont mis à être collectifs. J'allais dire même presque comme d'habitude, mais là, plus que d'habitude. C'est-à-dire qu'on s'est préoccupé de savoir ce qu'il y avait chez le voisin, plus qu'à l'habitude. On s'est senti beaucoup plus concerné, et c'est dans cet élan-là qu'une résilience commence à poindre. Mais effectivement, tu poses la question, qui est à mon avis une question de fond, surtout pour ceux qui nous regardent, c'est comment finalement taire un petit peu ce stress qui finalement revient au moment où il y a une bourrasque de vent qui revient et on se dit « Ah, ça y est, c'est reparti ». Ou quand, là, très perfidement, les gens des infos en continu ont dit bah, « Vous savez, il y a deux formations pas tout à fait cycloniques qui sont là de part et d'autre de la Réunion et qui se forment actuellement, alors qu'on n'a pas encore pensé les plaies ». Effectivement, à partir de ce moment-là, il convient d'adopter une attitude pleine de mansuétude, de tranquillité, mais qui se génère par la capacité à voir à quel point les gens peuvent s'entraider. Moi, j'ai vu, et là, il y a des petites ingéniosités, un génie collectif qui s'exprime juste en face de là où j'étais. Le voisin voit le fil par terre. Alors, c'est pas un fil électrique, mais c'est un fil dangereux. Qu'est-ce qu'il fait? Il se taille une grande perche. Je l'ai vu faire. Hein. J'ai essayé de l'accompagner dans ce mouvement. Et puis, il a pris des parpaings, il l'a érigé. Et en même temps qu'il érigeait cet immense bout de bois, il a fourché le bout de bois et c'est de cette façon qu'il a pu maintenir en fait le fil et faire en sorte que les gens puissent passer. Ce que j'appelle là le génie collectif s'exprime. Plus loin, il y avait des jeunes Mahorais qui faisaient la circulation malgré le fait qu'il fallait à ce moment-là faire du slalom. Donc là, le génie collectif s'exprime et c'est là-dedans que la résilience, comme je le disais, se met à fonctionner. Et c'est à travers le dit des anciens aussi,
qui peuvent témoigner de ce qui s'est passé. D'ailleurs, sur les réseaux et les radios, ça s'est entendu. Et c'est là que les gens commencent véritablement à s'apaiser en sachant qu'à ce moment-là, ils ne sont plus seuls, d'une part, et c'est très important dès lors qu'il y a ce type de désagrément. Et puis, au fur et à mesure, compter sur le temps. Guy Roger, est-ce que vous avez eu l'occasion d'aller chez quelqu'un qui a perdu des arbres, des plantes, de la tôle? Oui. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'aller voir ces gens-là? Bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que vous leur avez dit? J'ai dit, écoute, qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux pas faire autrement que d'accepter. C'est ce que je lui ai dit. D'accord. Parce que, en fait, si tu n'acceptes pas, tu vas souffrir. C'est pas d'accepter ou de ne pas accepter. C'est moi. Dans la démarche. Le traumatisme que les gens ont aujourd'hui, oui. C'est d'avoir vécu quelque chose qu'ils ne voulaient pas vivre. Ils ne voulaient pas que ça casse, quoi. Ils voulaient que ça reste dans la conformité de tout ce qu'ils ont conclu. Oui, je suis d'accord. Donc, ça, de toute façon, que tu veuilles ou pas, toute ta vie, les choses que tu as conclues, tout ce que tu as amassé comme étant un privilège, ça va être détruit, que tu aimes ou pas. La vie, ça bouge tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je suis d'accord. Le problème avec nous, c'est qu'on ne se demande jamais pourquoi on n'a pas conclu ça. On n'a pas fait une conclusion avec ça et qu'on répète jamais la souffrance. C'est pas la peine de prendre les choses comme si tu étais surpris. C'est comme ça. Et si tu acceptes ça, alors tu vas réagir d'une autre manière. S'il y avait un phénomène de surprise, disons supplémentaire, c'est que nous sommes à l'ère du tout connecté. Donc au moment où le phénomène s'approche, nous avons des cartes météorologiques, nous avons des probabilités. On nous a montré 3 probabilités de passage, etc. Et puis, au final, juste avant que tout ça s'éteigne, on nous trace une route et Garance doit passer par pile-poil Saint-Paul et descendre directement vers le sud. Et c'est le schéma qui avait été indiqué. Et évidemment, ça n'est pas la course de Garance. Et la Garance passe évidemment par Sainte-Marie, Sainte-Suzanne, Saint-André et descend directement, tout en évitant évidemment tout ce qui est du côté de Saint-Paul, etc. Voilà. Et le phénomène de surprise a été d'autant plus grand qu'effectivement on nous a dit de façon très docte, oui, voilà comment ça pourrait très bien se passer. Et peut-être que les gens ont finalement cru. Et donc l'écart entre ce qui a été dit, et là, donc, c'est l'illusion du tout connecté, l'illusion de tout ce qui, finalement, est prétendument scientifique, de tout contrôler. Voilà. C'est l'illusion du contrôle. Voilà, exactement. Et on a perdu cette illusion de contrôle avec le passage de Garance. Oui. Et c'est ça, je crois, quand on parle de stress post-traumatique, c'est que cette fois-ci, on n'avait plus de contrôle sur notre vie. Voilà. Et notre vie, on a toujours voulu que notre vie soit contrôlée. Donc, demain matin, quand tout ça c'est fini, quand on a réparé, on va recommencer pareil. Oui. Mais moi, je dis, mais là, l'humanité continue pareil, schismée, depuis des millions d'années, c'est comme ça. Guy, la question pour moi, c'est de savoir qu'est-ce que nous, on peut amener dans cet échange. Ouais, ben c'est ce que j'emmène là. Je dis, arrêtez de vous inquiéter pour demain. C'est OK, tout va arriver. Là, on ne peut pas leur dire ça. Pour une simple raison, parce qu'ils sont dans une situation de stress post-traumatique. Mais il y en a qui vont l'entendre. Ce que je dis, il y en a qui vont l'entendre. Je ne dis pas le contraire. Parce que tu sais, quand tu continues à vivre dans l'illusion de ce que tu penses et tout ça, ben, il y a de la souffrance. Et la souffrance peut être résorbée par le fait que tu acceptes que les choses soient ainsi. Et si tu acceptes pas, ben tu vas souffrir. Oui, je suis d'accord. C'est-à-dire, en fait, le sentiment, que faire face au sentiment d'être tout d'un coup comme une lumière qui est projetée comme ça dans la nuit. Quand on allume les phares, on voit un animal qui est surpris par ses phares, il a les yeux exorbités, il est là, il est interdit, on l'écrase évidemment si on ne s'arrête pas. Là, il y a un sentiment de vulnérabilité supplémentaire qui est arrivé dans la psyché des gens. Et effectivement, c'est ce qu'on entend matin, midi et soir depuis que le phénomène s'est arrêté et que finalement les gens ont besoin de s'épancher et dire finalement ce qui leur est arrivé. Et c'est le phénomène de vulnérabilité malgré effectivement le tout connecté, le tout numérique et puis surtout une société moderne. Voilà. Et d'un coup, on est rentré à nouveau dans ce qui nous a jamais quitté. Ça veut dire l'acceptation, exprimer le moment primitif, ce qui s'est passé sans refuser ce qui s'est passé. Je suis d'accord sur l'expression de ça. Mais je veux d'abord que la personne extirpe d'elle la souffrance qui est
émane de ce moment-là. Oui. On garde en nous ça. Quand on dit on est Bien sûr, on est en état de choc. Oui. Toute cette souffrance-là, on garde en nous. On a un peu honte de dire que on a eu peur, on a tremblé, on a cru qu'on allait mourir. Oui. On a peur de le dire. Ben, c'est ce que c'est la vie. La vie, elle fait ça pour toi. Oui, mais ce que j'aimerais, c'est que les gens le disent. Les gens l'expriment. Les gens sortent d'eux cette souffrance qu'ils ont intériorisée. Oui, parce que ça évacue. S'ils ne vivent pas, s'il remet en question tout ce qu'ils vivent pour quelque chose qui n'existe pas. Tu comprends? Il y a la souffrance. Mais attends, écoute, c'est ce qui se passe dans ce monde. Je sais que c'est On vrai, est toujours en train de chercher un remède au problème. Le monde cherche un remède. Je vais te donner 5 000 €, tu vas pouvoir réparer ton truc. Et puis on n'en parle plus. Et puis chacun regarde midi à sa porte. Je suis d'accord. Voilà. Mais moi je dis... sur le moment... Et j'ai vu ce gamin-là, en état de choc. Je l'ai vu en train de me parler. Et il avait juste besoin de formaliser. Dans le même ordre d'idée, oui. Dans le même ordre d'idée, le soir où il était encore possible. Peut-être parce qu'il avait des gens autour de lui qui étaient choqués aussi. Exactement. Et justement, voilà. Il a copié sur les gens. Ouais. Parce qu'un enfant copie. Si tu es en paix, il sera en paix. Ouais. Tu vois, le problème avec nous, c'est que nous sommes une volonté collective qui entraîne tout le monde dans la déchéance. Au moment où l'Est est encore en capacité de regarder la télévision, notamment la télévision d'État, il s'est passé quelque chose de curieux quand l'animateur qui parlait à la radio, et c'était donc retransmis, il y a un jeune homme, un très jeune homme de 13 ans qui appelle et qui dit en gros, et ça c'était assez étonnant, vous voyez, je reviens de Mayotte, donc c'est un hexagonal, je reviens de Mayotte où on a souffert véritablement. Et je vous appelle ce soir, tout à fait en liberté, parce que moi j'appréhende ce qui va se produire. Pourquoi? Parce que j'ai vécu un traumatisme et je sens que ça monte. Donc, quand il a eu ce témoignage, Claude Montané, pour ne pas le citer, a repris le témoignage pour bien comprendre qu'il s'agissait bien de quelqu'un qui revenait à peine de Mayotte, parce qu'il avait donc la famille a pris la décision de passer de Mayotte à La Réunion. Et voilà, il arrive, il est à peine arrivé, paf, on lui parle de cyclone. Et là, évidemment, il est très angoissé. Le stress post-traumatique, c'est ça. Oui. C'est ça. Et c'est ça, et c'est de ça dont je voulais qu'on parle pour qu'on reconnaisse, je dis bien qu'on reconnaisse qu'il y a chez une partie de la population cet état de choc, ce stress post-traumatique, pour qu'on prenne conscience qu'on doit trouver une solution pour sortir ce stress de nous. Ouais. On va garder ça pour soi. Qui peut trouver cette solution? C'est toi? Oui, il n'y a que soi. Enfin, de façon... C'est celui qui souffre qui va pouvoir trouver sa solution. Oui, bien sûr. Tu n'es pas là, il n'y a pas de sauveur. Hein. Il n'y a personne qui viendra sauver ces gens-là. On va te sauver en te donnant un peu d'argent pour refaire ta maison. Hein, et là, on va dire, ah, ben, il est gentil, tu vois, et je peux encore vivre dans la plénitude de mon plaisir. Hein, mais la vie, elle continue pareil. Parce que le monde n'a pas changé aujourd'hui, Jismi, c'est toujours la même chose. Les gens s'aiment pas, les gens se disputent, les gens se morfondent les uns les autres, et tout le monde souffre. Et quand tout le monde souffre, on ne sait pas aimer. On ne sait pas aimer. Je suis d'accord là-dessus. Mais je reviens, c'est encore sur ce que l'objectif de cet échange, c'est qu'est-ce qu'on peut dire, sur quel bouton on peut appuyer pour que l'individu se regarde lui-même et reconnaît sa souffrance. C'est juste ça. Oui. Qu'il reconnaît sa souffrance. Comme on l'a dit tout à l'heure, le génie collectif qui nous est propre, le génie collectif réunionnais, a bien fonctionné. Moi, j'ai vu dans certaines rues à quel point... Alors, les gens avaient besoin évidemment de s'épancher, d'échanger pas seulement des informations, mais surtout de prendre soin de l'un et l'autre, notamment à travers le transgénérationnel. J'ai vu des vieilles dames passer, des personnes âgées, et qui, avec leur canne, essayaient d'avoir quand même des informations et d'échanger, etc. Et c'est à ce moment-là que le trop-plein de stress, c'est le vrai, celui qui finalement fait qu'on devient une espèce de tour muette. Ce truc ne se déclare pas. C'est-à-dire, en gros, ça se passe dans les minutes qui suivent le moment où on se dit, vous pouvez
où on peut sortir, constater les dégâts, et c'est à ce moment-là que les choses se jouent. Après, tout le reste qui advient dans les jours et les semaines qui viennent, là, c'est affaire de grande oreille, de psychologie. Et puis surtout, il ne faut pas minorer le fait que pouvoir être conduit à s'exprimer dans des cadres suffisamment sécures, c'est quelque chose qui fonctionne. C'est pour ça que je dis ça. Et qui fonctionne dans le monde entier. Ça, au moins, c'est une chose universelle. Il faut pouvoir s'épancher. Beaucoup d'enfants se mettent à dessiner naturellement et se mettent à représenter et à se figurer le mal, le truc qui s'est abattu. Et ça devient intéressant de regarder ces dessins et qui montrent à quel point finalement ça libère. Voilà, c'est pour répondre à ta question. Ça libère, effectivement. Oui, ça libère si tu vois les choses. Non, encore une fois, Guy, je suis d'accord avec... Qu'est-ce que tu veux que je dise? Non, c'est pas ça. Je veux dire que j'essaye d'être vraiment précis sur cette souffrance-là. La souffrance causée par le passage de Garance. D'accord, ok. Mais j'ai bien compris ça, Jismi. Voilà. J'ai bien compris. Mais cette souffrance, elle est là. Je sais. Ok, mais personne ne la veut. Qui veut la souffrance? Dis-moi qui c'est qui aime la souffrance. Je voudrais juste qu'on soit capable de se le dire, de le reconnaître. Justement, et c'est ça qui est important. De l'identifier. C'est important que tu reconnaisses que tu souffres. Voilà. Si tu ne le reconnais pas, ça veut dire que tu es en train de t'amuser avec des choses pour pouvoir remettre les choses comme avant. Sauf que, au-delà de ça, si tu essayes d'enfoncer ça quelque part dans ton cerveau, en toi, cette souffrance-là, elle va grossir et elle va sortir par moments, elle va venir... Alors, il y a aussi l'après, c'est-à-dire qu'il y a une troisième partie, la dernière partie. Cette partie, elle est relativement simple à évoquer, mais difficile à envisager. C'est l'avenir. Par exemple, dans les endroits où il y a des secousses sismiques réguliers, eh bien, on adapte l'habitat. Donc, on va s'interroger sur l'urbanité, l'urbanisme, comment vivre ensemble, tout en essayant de ne plus reproduire ou faire reproduire ce qui s'est produit. Par exemple, quand les rivières débordent, quand finalement les gens qui n'auraient pas dû habiter dans cette région se mettent finalement à constater les dégâts, ainsi de suite, quand les assurances ne suivent plus, objectivement, mais il n'y avait pas assuré quelque chose là, etc. Là, on n'anticipe pas, là. On fait l'avenir, on provoque un avenir et on s'adapte. C'est-à-dire qu'à ce moment-là... On s'est promis une vie idéale où tout le monde prône ça, tout le monde te donne ça, la société te donne avec toutes ces assurances qui te disent « Ah, si tu as un cyclone, tu es protégé ». Tout ça, c'est la vie idéale. Mais ça, c'est pas la vie. Pour moi, cette vie-là, c'est celle qu'on a fabriquée pour pouvoir faire la vie qu'on aimerait. Et la vie que tu aimerais, ça n'existe pas. Donc, c'est ça le problème avec nous, c'est que nous aimerions une vie qui n'existe pas. Donc, on souffre. On souffre parce qu'on n'accepte pas ce qu'il y a. Et c'est ça notre grand souci. Alors, j'ai vécu pendant 10 ans en Martinique. J'ai vu quelque chose qui, pour moi, est assez exemplaire. Il y a des cyclones là-bas, il y a beaucoup de secousses sismiques. J'ai vécu une secousse qui a duré 30 secondes à 8,3 sur l'échelle de Richter. Je vous dis, c'est incroyable. La Terre se met à mouvoir exactement comme de l'eau. Le fait est qu'il y a eu très peu de maisons impactées. Pourquoi? Parce qu'on a adopté un système américain qui permet de faire en sorte que la maison bouge, certes, mais ne se détruit pas d'elle-même. Et c'est maintenant une norme. Il faudrait, je pense, réfléchir à ça. Il y a beaucoup de pays qui ont pas seulement réfléchi, mais qui ont réagi face à ce type de désolation. Et effectivement, il n'y a pas qu'à réfléchir sur le terrain, la qualité du terrain, mais il faut aussi réfléchir sur la façon de construire les maisons. Nous avons dit une ou deux fois que des maisons qui venaient d'être construites ont été fortement impactées. Et c'est exactement réfléchir, mais sans penser que ce sera quelque chose qu'on a conclu, parce que si tu conclus et tu t'identifies à ça, tu vas encore souffrir. Parce que la vie fait en sorte que tu aimes ou pas, ça a toujours été comme ça. La vie vient tout détruire de ce que tu as construit et que tu croyais en sécurité. Guy, si on parvient à faire en sorte que ces maisons n'aient presque rien au moment où les prochains cyclones qui vont être... on le dit, hein, les prochains seront de même acabit de Garance, on le dit, on le sait.
parce que simplement qu'il y a un bouleversement climatique. Si on parvient à faire en sorte que les nouvelles maisons puissent être construites de telle sorte qu'elles ne soient que scarifiées par les grands vents, eh ben ça sera déjà pas mal, il y aura moins de drames. Ce sera pas mal. Voilà. Mais l'humanité, au moins ça pour l'instant. L'humanité a toujours été comme ça, dans cette optique de vouloir se protéger, et plus encore et plus encore. Et où est-ce qu'on va? L'IA, aujourd'hui, elle va nous protéger encore plus. Tu vois? Et on va faire des choses encore plus sophistiquées. Mais la vie est plus fort que tout ça. Parce que ce que tu construis n'est pas de la vie, c'est de la mémoire de l'homme. Et la mémoire de l'homme est limitée à ce qu'il peut comprendre. Et ce que tu comprends, ben, tu t'attaches. Et quand tu t'attaches à ça, tu vas souffrir. Parce que la vie, elle est quelque chose que tu ne peux pas comprendre avec ta tête. Elle est maître, la Alors, vie. on a déjà dépassé de 3 minutes. On va s'arrêter là. En tout cas, merci pour cet échange. On a au moins abordé le sujet et sans le vouloir, on a quand même continué sur la spiritualité. Exact. Oui. Oui, parce qu'il y a une part spirituelle là-dedans. Dans les croyances de nos anciens, dans le cyclone, il y a quelque chose qui s'exprime. Exactement. Ouais. Merci Patrick Sangani, merci Guy Roger. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.